Bonsoir à toutes et à tous, celles et ceux qui nous regardent. Alors, vous avez plusieurs casquettes. On va commencer avec la casquette du géopoliticien, disons. Voilà, en tout cas, du spécialiste de la géopolitique et de la politique. Pour commencer d'ailleurs, avec la situation politique au Sénégal. Cette tension alléguée entre le président de la République et son premier ministre, certains diront réel, parce qu'on a vu les symptômes de cette brouille entre les deux plus hauts responsables, en tout cas côté exécutif. Quelle est la lecture que vous faites de cette conjoncture politique et en particulier, comment analysez-vous le silence des deux principaux concernés, même si c'est un silence assez assourdissant, puisqu'il n'y a pas que le verbal, il y a aussi le non-verbal qu'on peut lire de temps en temps. Mais quelle est votre analyse globale de la situation au moment où nous parlons actuellement? Très bien, je pense que aujourd'hui, le Sénégal n'avait pas besoin de cette crise, parce que maintenant, il faut l'appeler une crise. On a dépassé l'étape où on murmure sur la base d'informations diverses, c'est pas des faits divers. Là c'est quelque chose de constant, on va dire. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut que le Sénégal n'avait pas besoin de ça aujourd'hui, parce que la situation elle est assez difficile. Peut-être qu'on y reviendra d'un point de vue économique, oui, etc. Mais pour venir directement à votre question, le silence, c'est un silence assourdissant du président de la République et du Premier ministre et chef de parti PASTEF. Mais je pense que c'est un silence aussi qui est responsable quelque part. Parce que je pense que c'est deux personnes qui doivent être au-dessus de la mêlée, qui ne doivent se prononcer que lorsque elles sont sûres, ces deux personnalités, de ce qu'elles vont dire. Parce que tout le monde attend leur position de manière direct, venant d'eux-mêmes et non pas de personnes qui sont autour d'eux. Et je crois que ce recul-là me paraît assez important. On parle par-ci, par-là de médiation, on parle par-ci, par-là de personnes qui essayent d'arrondir les angles, etc. Je pense qu'il faut attendre cette phase-là et laisser justement les citoyens, la population pouvoir s'exprimer de manière libre pour voir ce qui ressort, quelle est la perception même du citoyen de tous bords de cette situation qui affecte naturellement l'ensemble des Sénégalais, oui, avant de pouvoir se prononcer. Alors, il y a le silence du président et du Premier ministre, en tout cas au plan verbal, disons. Il y a aussi le silence des deux camps. On a très peu de communication de part et d'autre et il y a une certaine incertitude politique, mais incertitude aussi sur les autres aspects de la vie de la nation, notamment au plan économique. C'est vous qui le dites, vous les spécialistes en la matière, les marchés détestent l'incertitude, les acteurs économiques dans leur ensemble détestent l'incertitude. Quelles peuvent être les conséquences justement de cette incertitude sur les autres pans de la vie nationale? Oui, c'est clair que les marchés, les partenaires internationaux, de manière générale, l'économie elle-même, elle est sensible à la politique. Souvent, on sépare les deux, mais elles sont fortement liées. Un pays stable, instable ne peut pas vraiment se développer parce qu'en l'absence de sécurité, en l'absence de stabilité des institutions, de stabilité politique, les investissements directs étrangers se font rares. Même les nationaux ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes parce que la situation elle est délicate. Donc je pense que aujourd'hui, il faut assez rapidement dénouer cette crise. Mais en quoi faisant? Par exemple, du point de vue du spécialiste de l'intelligence économique, comment les parties prenantes s'informent-elles sur ce qui se passe au Sénégal? Est-ce qu'il y a du répondant? Est-ce qu'on leur donne des éléments pour les rassurer, pour leur donner des informations brutes, à charge pour elles, ces parties prenantes-là, de les analyser et d'en tirer les conséquences qu'elles veulent? Est-ce que, de ce point de vue-là, le Sénégal est intelligent économiquement vis-à-vis de ses partenaires? Bon, je pense que l'intelligence économique, elle est basée naturellement d'abord sur l'information, l'information utile, l'information fiable et utile qui permet aux acteurs économiques de pouvoir lire l'environnement
de pouvoir lire les opportunités et de pouvoir également lire les risques, parce qu'on raisonne en termes de risques, opportunités. Et je pense que justement, cette situation ne permet pas de lire correctement la situation aujourd'hui au Sénégal de manière très nette par rapport à l'évolution. Bon, ceci dit, le pays fonctionne, continue de fonctionner quand même, mais il est important de séparer les choses, c'est-à-dire il y a un président de la République aujourd'hui qui a été élu par les Sénégalais, qui est le chef d'orchestre, c'est comme ça que je peux l'appeler. Il y a un Premier ministre qui a été nommé par le président de la République. Le Premier ministre est chef de parti dont est issu le président de la République. Mais ceci dit, il y a le problème politique, il y a le problème personnel, il y a le problème de l'État. C'est à 3 niveaux même que je vais l'analyser. Parce que Ousmane Sonko est aussi chef du gouvernement et aujourd'hui, certains partenaires ont du mal à se positionner par rapport justement à l'architecture institutionnelle au Sénégal. Le FMI, par exemple, à qui se fier au ministre de l'économie et des finances, au ministre du budget, enfin de l'économie et de la coopération, au ministre du budget et des finances, ou alors au Premier ministre et même au président de la République. Le Premier ministre conduit et coordonne l'action du gouvernement, qui est basée sur, naturellement, qui est définie, la politique de la nation. Donc pour vous, sa voix fait foi, ses propos font foi aux yeux des partenaires financiers et techniques du Sénégal? Les propos du Premier ministre? Mais quels propos vous parlez de... Alors, sa position par rapport aux négociations avec le FMI, sa position sur la question de la restructuration de la dette, oui, et des relations avec les partenaires oui, non, je pense que tant qu'il est Premier ministre, aujourd'hui, sa voix compte. Mais la voix suprême, j'allais dire, au niveau de l'État qui compte, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation, qui est exécutée par le gouvernement, dont un chef du gouvernement qui est le Premier ministre, Ousmane Sonko. Mais donc c'est la politique de la nation qui est aujourd'hui tracée. Et ça, le principal responsable, c'est celui qui définit cette politique, c'est le président de la République. Et d'ailleurs, le Premier ministre est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Donc, je pense qu'à partir de là, les choses sont claires. Maintenant, je pense que le Premier ministre ne peut pas aujourd'hui aller en dehors de ce qui est défini au niveau de la politique de la nation. Mais je pense que la paix et l'avenir du Sénégal, économique, etc., tous les Sénégalais doivent souhaiter qu'il y ait une entente dans la mesure du possible entre les deux personnalités de l'État aujourd'hui, au plus haut sommet, le président de la République et son Premier ministre. Je pense qu'il ne faut pas souhaiter qu'il y ait plus de divergences dans ce sens. Quoique je pense que d'un point de vue personnel, pour le moment, je ne vois pas de difficultés. Parce qu'ils se connaissent, ils ont même des liens, je peux dire, familiaux, etc. Donc là-dessus, je ne vois pas spécialement de problème à l'heure actuelle. Le problème qu'il y a, c'est un problème de vision. Parce que le Premier ministre a sa vision issue de son parti. Parfois, ça ne colle pas peut-être à ce que le chef de l'État voit comme façon, oui, comme urgence, comme façon de conduire la vision officielle, la politique de la nation. Oui, la vision officielle, c'est la vision Sénégal 2050, avec ses déclinaisons. Le président a épousé cette vision, l'a supportée par sa présence lors de la présentation des différents documents de référence et même lors de la présentation du presse. Là-dessus, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une entente au niveau de la vision économique des politiques publiques, c'est-à-dire le plan de développement. Donc on a vu, ça c'est calé à mon avis. Mais maintenant, l'État c'est pas que ça. L'État c'est des institutions. L'État c'est la justice. L'État c'est la société civile. L'État c'est également la politique internationale, la diplomatie, etc. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a une divergence de point de vue entre les deux hommes. Les domaines réservés du chef de l'État, quoi. Oui, les domaines réservés du chef de l'État, la diplomatie, la défense, etc. Et même la justice également. Je crois qu'on a bien vu quand même qu'il y a un certain nombre de points de vue qui soient divergents. Mais le plus important, c'est de se concentrer sur l'essentiel. C'est qu'il y a un chef de l'État qui n'a pas été installé et élu par un seul parti politique, qui a été élu par l'ensemble des Sénégalais à la majorité. C'est ça la démocratie.
Et je pense que c'est là-dessus qu'il ne faut pas se tromper. Et j'invite quand même l'ensemble des Sénégalais à soutenir l'action du président de la République. Parce que c'est ça qui est important. Parce que si cette action n'est pas stable, ce sera les conditions de vie des populations qui vont en pâtir. Et j'invite également, d'ailleurs, de toute façon, l'ensemble de la classe politique, y compris le parti que le Premier ministre dirige, à soutenir l'action du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est là et on doit être soudés pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les politiques publiques efficaces, c'est le plus important et j'espère que les deux hommes vont pouvoir, dans un avenir proche, s'aligner sur cet objectif-là. Alors, on vous a bien compris sur ce point-là, sur la situation, sur la conjoncture économique actuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour sortir de cette situation quand même difficile? Tension de trésorerie, problème de crédibilité aux yeux des investisseurs, aux yeux des créanciers, des partenaires, même dans le cadre des partenariats publics-privés. Quelles sont les mesures phares qu'il faut prendre immédiatement pour faire avancer les choses et améliorer la situation socio-économique? Oui, je pense que les mesures phares vont être... bon, déjà, il y a les négociations avec le FMI. Là-dessus aussi, il faut être d'accord là-dessus. Je pense que c'est en bonne voie. On a écouté les responsables du FMI au terme de leur mission. Il y a des efforts qui sont faits. Si je prends le cas du déficit public, par exemple, on est passé de mémoire 12-13% à l'année dernière à aujourd'hui peut-être 7%. Bon, il y a eu des efforts qui sont faits. En 2027, ils visent 3% de déficit, ce qui serait la norme. En termes maintenant de ratio dette PIB, on a bien vu 132% et ils veulent, il y a des efforts qui sont faits pour limiter. Je pense que le principal problème du Sénégal, d'un point de vue financier, c'est la dette. Mais pas que financier. L'économie, c'est plus global que ça. Encore une fois de plus, il faut faire en sorte de pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques, de s'ouvrir, d'attirer les investissements directs étrangers. Et là-dessus, je vais être très clair. Si vous prenez la vision Sénégal 2050, la vision Sénégal 2050, le premier plan quinquennal, par exemple, 18 500 milliards de mémoire. Mais cet argent-là, ce n'est pas l'État qui va le décaisser. Ça va être vous, votre frère, votre soeur ou des amis, des entrepreneurs sénégalais, en partie qui vont décaisser ça pour pouvoir aller investir dans l'agriculture, le tourisme, etc. Il y aura aussi les investissements directs étrangers. Donc l'étranger aussi il faut attirer le capital venant de l'étranger. Donc finalement, il faut sortir de cette idée reçue selon laquelle si l'État met en place un plan, une vision Sénégal 2050, c'est l'État qui va le financer. L'État n'a pas les moyens de le financer. D'où une question importante, c'est l'appropriation de cette vision Sénégal 2050 par l'ensemble des forces vives de la nation d'abord, et aussi que ça fasse un écho positif au niveau de l'international. Dire à tous les Sénégalais, on n'est pas là pour chasser les étrangers, mais on est là pour attirer les étrangers qui veulent venir investir dans le pays, pour mettre en œuvre ce plan qui est en cours, mais en mettant en avant l'intérêt des Sénégalais. Ça, ce n'est pas contradictoire avec le patriotisme et la souveraineté. Donc je crois que ça, il faut être très très clair là-dessus et bien comprendre cet élément-là. Maintenant, l'environnement politique, social et culturel, s'il n'est pas stable, cette appropriation-là va poser problème. Et si les Sénégalais rejettent ou ne comprennent pas bien la vision Sénégal 2050, ils ne pourront pas s'associer, s'insérer dans ce programme et ça ne marchera pas. Les prédécesseurs ont vécu une problématique comme celle-là. Donc il faut éviter de politiser cette vision-là, les politiques publiques, parce qu'au final, c'est les populations qui doivent être mises en avant. Alors, s'agissant de la population sénégalaise, on attendra d'avoir des instruments de mesure fiables tels que les élections, éventuellement un référendum pour savoir si l'appropriation est effective. Mais pour ce qui concerne les investisseurs étrangers, les marchés, etc., on a vu le Sénégal, la note souveraine du Sénégal a été dégradée par Standard & Poor's, après une autre agence de notation qui nous avait déjà dégradé. En tout cas, la note est très mauvaise, que ce soit l'une ou l'autre de ces agences. Et il nous reste à savoir si les investisseurs qui ont pris des engagements lors du Forum FI Sénégal vont effectivement réaliser les promesses qui ont été faites. Ça n'en prend pas le chemin
pour l'instant. Encore une fois, de ce point de vue-là, comment adresser cette difficulté le plus rapidement possible pour avoir une meilleure notation déjà et ensuite s'assurer que les investisseurs qui ont pris des engagements ici au Sénégal à hauteur de 13 000 milliards puissent respecter leurs engagements. Bon, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que ce soit Moody's, Fitch ou Standard & Poor's, les principales agences de notation internationales, hein, parce qu'il y en a d'autres dans la sous-région. Oui, dans la sous-région, mais le problème c'est que même, et là vous me tendez la perche, c'est que il y a eu la question des agences de notation. Pourquoi l'Afrique ne se doterait pas d'une agence de notation? Je crois que au niveau de l'Union africaine, ils en ont beaucoup parlé, mais le problème n'est pas là, parce que c'est un problème de confiance, si vous voulez. Et on parlait tout à l'heure de risque pays. Bon, la notation, il faut l'avoir au-delà des aspects seuls financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des infrastructures qui sont mal implantées dans le pays, je vous donne un exemple. Si vous voulez développer le fer et qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de train, etc., si vous voulez développer l'agriculture et qu'il n'y a pas des pistes, bon, vous ne pouvez pas attirer des investissements conséquents. L'énergie, c'est un facteur très très important. Vous ne pouvez pas industrialiser le pays s'il n'y a pas assez d'énergie. Or, c'est l'industrialisation qui crée les emplois. Donc tout ça, ce sont des facteurs, y compris d'ordre culturel, qui sont quand même pris en compte lorsqu'on établit des perspectives de risque pays. Donc pas seulement, ne nous concentrons pas seulement sur les aspects financiers, encore une fois de plus, bien qu'ils soient importants. C'est la dimension culturelle, le comportement des Sénégalais, c'est la ponctualité, c'est la stabilité politique, c'est tout ça, c'est les infrastructures, c'est tout ça à la fois que l'investisseur regarde, c'est important. Maintenant, revenons sur le fait qu'il y ait eu des engagements pour financer le plan qui est le référentiel unique aujourd'hui des politiques publiques au Sénégal. Bon, ce sont des engagements. Ce n'est pas des montants qui sont décaissés, le Forum Invest in Sénégal. Bien sûr. Mais ces engagements-là, il va falloir les transformer, laisser, j'allais dire. Et pour ça, il faut avoir des interlocuteurs fiables, préparer le terrain, et ça nécessite un apaisement, une stabilité politique. Surtout, et vous posiez à juste titre la question tout à l'heure, à qui se fier, à qui il faut parler, le Sénégal part-il d'une seule et même voix? Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, juste le temps de parler de la géopolitique du Sénégal, de l'environnement sécuritaire, mais aussi économique. Vous évoquiez tout à l'heure l'exploitation du fer. On a vu qu'avec le projet Simandou en Guinée, l'exploitation du fer au Sénégal va être envoyée aux calendes grecques parce que ce n'est pas la même teneur dans le minerai, c'est pas les mêmes infrastructures. La Guinée a fini de mettre en place son port minéralier, le chemin de fer qui relie la mine au port, etc. Très en avance, ce qui compromet l'exploitation du fer du Sénégal. De ces deux points de vue-là, sécuritaire et économique, comment le Sénégal doit se repositionner ou se positionner pour assurer une sécurité réelle de ses frontières, mais aussi prendre ses parts de marché légitimes dans la sous-région au plan économique. Oui, nous sommes dans une sous-région qui est entre guillemets bouillonnante, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que, bon, il y a le cas du Mali par exemple, bon, on le voit avec ce qui se passe d'ailleurs, il y a urgence d'intervenir et de surveiller cette zone-là. Bon, d'un point de vue de la Guinée, même de la Guinée-Bissau, bon, parfois c'est stable, parfois c'est instable. On le voit aussi au niveau du Parlement. Ce qui s'entrevoit au Sénégal en termes dans la dualité qui est envisagée au sommet de l'État, on ne l'espère pas. Ça a créé une instabilité beaucoup en Guinée-Bissau, par exemple. PAIGC, le Parlement, etc., le contrôle du Parlement. Bref. Donc, la Guinée, le fer et toutes les autres ressources, et même notre pétrole et notre gaz avec la Mauritanie, on doit surveiller aussi ces éléments-là. Nous et la Mauritanie, nous sommes condamnés à nous entendre. Et pas seulement, il y a aussi la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est le même, c'est le même bassin, on va dire. Ouais. Exactement, c'est le même bassin. Et je crois que le pétrole et le gaz, notamment, les hydrocarbures, c'est très très important. Moi, j'enseigne la géopolitique du pétrole et du gaz. Et je pense que l'enjeu ici, c'est de transformer.
que ce soit le fer, le pétrole, le gaz, etc. C'est pas juste de vivre de la rente. C'est-à-dire on exploite et puis on exporte ailleurs, la valeur ajoutée elle est créée ailleurs. Et donc justement, si on base, le Sénégal a l'avantage d'avoir une économie à peu près diversifiée avant de découvrir les ressources naturelles. Il ne faudrait pas que l'inverse se produise, c'est-à-dire se baser les recettes du budget sur les ressources naturelles, en particulier sur les hydrocarbures. Ça, ce serait dangereux parce que le prix du baril, vous savez, ça fluctue. Donc, si et c'est au plus bas actuellement, effectivement, à 63 $. Voilà, et donc finalement, si on prévoit des recettes budgétaires, si on les surestime et qu'il se passe la géopolitique du pétrole change avec les crises, bon, on peut se retrouver avec des recettes budgétaires moins importantes, ce qui nous empêcherait de financer le développement économique, social, la santé, l'éducation, etc. Bon, je pense que la dimension sécuritaire, elle est complètement liée à l'économie et au social. Absolument, et on doit absolument surveiller ça. C'est pour ça que le Sénégal se présente comme un modèle en Afrique de l'Ouest. J'ai envie de dire même un grand frère quelque part dans le cadre de la stabilité politique. Et il faut que le Sénégal garde ce statut-là. Les démons de la division, on doit les écarter, faire absolument tout ce qu'on peut pour qu'au sommet de l'État, qu'il y ait une entente et que le président de la République qui a été élu pour son mandat puisse dérouler véritablement le programme qui est prévu avec une certaine cohésion nationale. C'est comme ça qu'on peut se développer. Merci Daouda Tall. Je rappelle que vous êtes le président du think tank ID Sénégal. Vous êtes également enseignant, professeur en intelligence économique, géopolitique et gestion de projets ou alors gestion de risques pays. Pardon. Merci encore une fois. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM. Au revoir.